La gestion des choses qui peuvent ralentir le projet, qui peuvent changer la direction du projet. La responsabilité du gestionnaire de projet. Vous n'aurez pas un gestionnaire de projet dans votre équipe, obviously. Par contre, c'est très, très important de peut-être nommer un leader ou plusieurs leaders qui seront vos points de contact pendant l'aventure de la CRC. Et le succès du projet. Qu'est-ce qui définit le succès d'un projet? On va passer à travers. Alors, la structure du projet. Premièrement, ça fait en sorte que tu as la structure du projet et la structure de l'équipe. Alors, premièrement, c'est très, très, très important d'avoir une moyenne de communication efficace. Juste pour vous donner quelques exemples, tu as Slack, tu as un groupe Facebook, Twist, Discord. Juste pour vous donner quelques exemples, en fait, à la CRC, nous, on utilise Slack pour nos communications internes. On utilise le courriel pour les communications externes avec vos professeurs, avec vous autres, avec vos capitaines. Et on utilise Discord pour tous nos appels de conférence. C'est quand même idéal d'avoir plusieurs moyens de communication, mais il faut que ça soit efficace. Fait que vous pouvez en discuter entre vous autres. Chaque équipe aura un moyen de communication différent. Puis c'est à vous vraiment de décider lequel est mieux pour vous autres. Ouais, c'est vraiment pas, c'est pas une structure qui est coulée dans le béton. C'est à vous de voir votre équipe. Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce qu'elle est petite? Comment est-ce que ça influence votre façon de communiquer? Est-ce que c'est plus efficace de s'appeler, mais de ne pas avoir de traces ou d'avoir une secrétaire qui écrit sur toutes les notes des appels? Ou est-ce que c'est plus efficace de carrément tout écrire tout le temps, tous les meetings? Fait que c'est vraiment à vous de voir avec votre équipe, dépendamment de sa grosseur, dépendamment des personnes qui sont dedans, dépendamment de combien de leaders vous voulez avoir, comment est-ce que vous voulez structurer votre communication. Mais c'est vraiment la chose la plus importante, la communication dans l'équipe, parce que c'est ça qui va vous permettre de ne pas perdre de temps, puis vous n'avez pas énormément de temps jusqu'à la compétition. La compétition est en février, vous avez tout plein de tâches différentes à accomplir d'ici là. Donc c'est vraiment important de savoir communiquer efficacement pour pouvoir arriver à vos objectifs à temps. Vous avez, en fait, je vais compter, vous avez 16 semaines incluant cette semaine, jusqu'à la compétition. OK, comprendre le projet, tous les livrables, toutes les deadlines pour les soumissions. Tu as plusieurs endroits où aller chercher ça. On va les poster sur Facebook, on va les poster sur Instagram. Vous allez les avoir dans Manager, votre plateforme du participant. Qui est d'ailleurs la source numéro 1 pour vos informations. Oui. Ça sera sur notre site web, ça sera envoyé par courriel. Vous aurez plusieurs indices que tu as des soumissions qui s'en viennent. Juste pour que vous gardez en tête, le site web, le tutoriel puis la vidéo sont dus 2 semaines et demie avant la compétition. Fait que la compétition commence un jeudi, ben c'est 3 lundis avant la compétition qui sont dus. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà été sur Manager dans vos équipes? Est-ce que vous allez vérifier? Ah, ok, c'est bon. Allez-y, c'est vraiment là qu'on va poster l'information. C'est là-dessus qu'il y a le forum aussi si vous avez des questions. Fait que c'est vraiment important. Le plus tôt vous y allez, le plus tôt vous allez être au courant de ce qui se passe. Puis également, le plus tôt vous y allez, s'il y a des bugs, on va pouvoir le savoir plus tôt aussi et les régler plus tôt. Donc, allez-y le plus souvent possible parce que c'est là-dessus qu'on va tout diviser. Ouais. Vous pouvez aussi demander vos questions là-dessus. Puis il y aura soit une bénévole ou un coordonnateur ou même un autre étudiant, un autre participant de la compétition qui va pouvoir vous répondre. Et le troisième point, c'est de travailler, c'est de connaître vos forces. Oui. Sorry to interrupt, but that noise is giving me. Yeah, turn down the volume. There you go. Okay. It's all the way down. Good. Fait qu'il faut que vous vous connaissiez dans vos forces et vos faiblesses, puis que vous travaillez en équipe vraiment pour aider l'un à l'autre, pour justement atteindre toutes les composantes, toutes les choses qu'il faut que vous faites pendant la compétition.
qu'il y a des questions sur la structure du projet? OK. Parfait. Le prochain, c'est la définition du projet. Alors, c'est dans cette phase-là, en fait, que la majorité des projets dans le milieu professionnel peuvent aller dans une autre direction qui n'est pas la bonne direction. En fait, il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous faites puis comment il faut que vous le faites, justement pour pouvoir aller dans cette direction puis continuer dans cette direction en équipe et pas qu'une personne s'en va dans une direction, l'autre personne s'en va dans une autre direction. Alors, vous vous rendez 2 semaines ou 3 jours avant la compétition, puis vous avez fait 2 trucs complètement différents, puis là, il faut que vous refaites tout. Pire que ça, vous avez fait les deux la même affaire sans le savoir. Ça revient un petit peu à la communication, mais c'est vraiment important de définir le scope d'un projet, de définir c'est quoi les rôles de chacun. On va passer au travers de ça un petit peu plus loin dans les diapositives. Ouais. Puis je l'ai mis un peu grand, puis il fallait qu'on le mette dans une autre couleur, mais c'est très, très important de lire le livret des règlements. Pour les gens qui c'est leur première fois à la CRC, ça peut être long. En français, je pense que c'est 60 pages, puis en anglais, c'est 55 pages. Par contre, ça inclut tous les critères d'évaluation pour toutes les composantes, fait une page pour chacun. Tu as vraiment chaque composante là-dedans de 1 à 7. Fait qu'il ne faut pas que vous lisiez 60 pages chaque. Il faut que vous lisiez la section que vous allez travailler dessus pendant la compétition. Fait que si vous allez travailler sur la composante vidéo, ben que vous lisiez, je pense que c'est comme 5 pages de vidéo. Si vous allez travailler sur le côté programmation, que vous lisiez la partie de programmation. Par contre, si vous avez le temps, c'est très intéressant de lire les autres parties aussi pour justement savoir qu'est-ce que vos coéquipiers font pendant les prochaines 5 semaines. En fait, on est là justement pour vous aider là-dedans. Fait que si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, en fait, le livret de règlement, c'est très long. Par contre, on est très, très, très détaillé dans les requis. Vous ne devriez pas avoir beaucoup de questions, mais si vous en avez, vous pouvez toujours nous demander par manager, par Facebook, par manager. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie définition du projet? Oui? Est-ce que tu peux garder l'option sur le long? Ah oui. Parce que j'en fais pas des notes. Oh, OK. Ben, en fait, on va le mettre en ligne. On va rendre les workshops disponibles. On les a écrits sous forme de... C'est pour ça qu'ils sont un petit peu plus chargés, il y a un petit peu plus de texte dessus, c'est parce qu'on veut les rendre disponibles après coup pour les gens qui n'ont pas pu assister et qui n'ont pas nécessairement regardé le live stream. Regardez prêt. Je ne vais pas trop retarder le temps. C'est correct. Y a-t-il des gens ici qui ont déjà établi des moyens de communication au sein de leur équipe? C'est quoi votre moyen? Vous faites quelle école? Was that in college? Ouais. On utilise Classroom, Google Classroom. OK. Aussi, on utilise une application qui s'appelle Remind. OK. Remind, c'est pour les tâches, je suppose? Oui, mais aussi on peut communiquer avec pour faire des messages. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui. Puis c'est une bonne structure pour ce genre de projet-là? Oui, pour maintenant, oui. OK. Y en a-t-il d'autres qui utilisent autre chose? Oui. So we use Trello. Oh, It's yeah. a project management app. It's used in all the kind of businesses. It's best that you can connect it with many different platforms. That's what we use for project management. For communication, we use Telegram. It's a very Iranian-based. Mm-hmm. And the other thing we use is Classroom, where we post everything. Yeah, that's nice. We use Trello too internally with the CRC. It's very, very used if you have tasks to attribute to people. It's very, very useful, and it's very easy to visually follow who's doing what, where they're at, and how much time left you have for each task. So, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'outils différents. Gênez-vous pas pour aller chercher vraiment ce qui est le plus adapté pour votre équipe. Parfait. Les buts. Alors, c'est très, très important de définir les buts avant de commencer le projet. Fait que je sais que ça fait 1 semaine qu'il y avait le lancement, puis ça se peut que vous avez déjà eu des rencontres d'équipe ou quoi que ce soit pour justement planifier comment commencer.
Par contre, c'est très, très important de définir les tâches que chaque coéquipier va faire pendant les prochaines 16 semaines. Puis justement, de faire des suivis fréquents avec eux. En tant que leader, si vous êtes le leader de l'équipe, il faut vraiment faire des suivis avec les coéquipiers pour justement aider à les débloquer s'il y a quoi que ce soit, les mettre dans la bonne direction, les répondre aux questions, quoi que ce soit, aller chercher un professeur si jamais vous ne pouvez pas répondre à la question, quoi que ce soit. C'est aussi important si vous êtes un des leaders dans votre équipe ici ce soir, c'est important d'aller chercher à comprendre c'est quoi les forces de chacun parce que les leaders vont avoir tendance à prendre sur eux plus de responsabilités que les autres par leur nature. Puis, c'est vraiment important de garder en tête que vous avez toute une équipe de gens, c'est toute une équipe de gens qui est capable de faire plein de choses différentes. Puis, chaque personne peut apporter quelque chose de vraiment très pertinent et utile à votre équipe. Il y a juste à savoir en quoi cette personne-là peut vous aider, puis qu'est-ce qui elle, cette personne-là, qu'est-ce qui va la rendre heureuse dans votre équipe, puis comment est-ce qu'elle peut contribuer. Donc, c'est vraiment important de chercher à comprendre comment les gens peuvent vous aider. Des questions sur les buts? Avez-vous déjà commencé à dispatcher un peu qui va être en charge de quoi dans vos équipes? Est-ce que à l'intérieur, mettons, d'une même équipe de robots, la construction du robot, est-ce que vous avez déjà décidé que quelqu'un allait plus être en charge de ci ou de ça? Avez-vous déjà fait des attributions comme ça? Oui? OK. Puis est-ce que ça a toujours l'air d'être les mêmes personnes qui vont guider dans chaque sphère ou vraiment vous avez réussi à cibler des personnes pour chaque aspect, mettons, par exemple, la construction du robot? Vous avez réussi à attribuer ces tâches-là? C'est bon. Donc, c'est impressionnant. Est-ce qu'il y en a parmi vous que votre équipe, vous faites tout dans l'équipe, que vous n'avez pas des sub-teams individuels, un de site web, un robot? Vous avez toutes des sub-teams. Qui est dans le robot ici? Dans l'équipe robot, qui fait le robot? OK, quand même. Vidéo? Site web? OK, quand même. Programmation? Programmation, je pense qu'il y a une couple qui sont de bord. OK, la transparence. Pendant un projet, c'est très, très important d'être transparent. Alors, si vous gardez tout en tête, que vous ne parlez pas entre vous, en fait, comme on a dit avant, ça se peut que deux personnes font la même chose, deux personnes font deux choses complètement différentes, etc. Il y a excessivement beaucoup de problèmes qui peuvent survenir si vous n'êtes pas clair sur ce qui se passe en tout temps au niveau du projet. Si vous n'êtes pas clair sur c'est quand la date limite, où est-ce qu'on est rendu présentement, c'est quoi les bloquants, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, si vous avez des empêchements qui ne sont pas rapport à la robotique, vous avez trop de trucs scolaires à faire, vous n'avez pas le temps de passer du temps là-dessus, bien, c'est important d'être transparent par rapport à ça aussi parce que c'est pas vrai que votre rapport à vous est fatal. Il y a peut-être quelqu'un d'autre dans l'équipe qui peut venir aider puis prendre la relève pendant ce temps-là qui est un petit peu plus difficile pour vous, plus chargé pour vous. Donc, il faut vraiment garder en tête que c'est pas juste une question de se pointer du doigt, ah, toi, t'es pas rendu là, t'es pas rendu au bon endroit. C'est vraiment pour s'aider en tant qu'équipe à avancer plus vite, à avancer plus efficacement. Donc, c'est pas grave si vous n'êtes pas rendu au bon endroit sur une tâche. L'important, c'est vraiment d'être ouvert et de le dire à votre équipe. Comme ça, votre équipe peut réagir en conséquence. Puis, il faut aussi maintenir un to-do list assez détaillé. Juste pour vous dire, j'en ai fait en fait, on a commencé à en faire l'année passée. Puis, le premier que j'avais fait, je pense que c'était comme une centaine de lignes dans Excel. Fait que c'était une centaine de choses qu'il faut qu'on fasse pour organiser la compétition. Obviously, pour vous autres, ça va être beaucoup moins. Mais par contre, c'est très, très important de maintenir ça, puis justement de marquer des choses en étant complétées. Puis ça va faire tellement du bien commencer à mettre des choses à done, puis que vous cochez des trucs. Et vous pouvez aussi vous assigner des trucs. C'est pour ça que Trello, c'est tellement une bonne plateforme pour faire ça, justement, parce que tu peux drag and drop des choses à done
ça fait tellement du bien voir comme Liz qui s'agrandit à Donne, puis qui... C'est vraiment motivant. Puis, je venais à ta question dans un instant. Dans le fond, c'est vraiment important de subdiviser vos tâches. Fait que c'est pas concevoir le système de traction. C'est trop large. Ça va prendre trop de temps, puis on va se perdre là-dedans. On va pas savoir qui travaille sur quoi concrètement. Il faut vraiment subdiviser ces tâches-là en plus petites tâches. OK, ben toi, tu travailles sur aller acheter telle affaire, ou toi, tu travailles sur assembler tel truc avec tel truc. Fait que c'est vraiment important de les subdiviser comme ça. On a vraiment une idée très claire de qui fait quoi. Puis, comme elle a dit, on a un avancement visible. Puis c'est une source de motivation pour l'équipe. Oui. C'est quoi l'application? Très lourd. Ça s'écrit. Pas de crainte. C'est une plateforme, c'est gratuit pour jusqu'à un certain nombre de boards, que ça s'appelle. C'est vraiment très utile. C'est des petites cartes que tu fais avec des tâches à faire. Tu peux mettre un deadline, tu peux mettre des labels, tu peux mettre tu peux te faire des colonnes avec où est-ce que tu es rendu. Fait que c'est vraiment, c'est très adaptable selon l'équipe. Vous pouvez justement, oui, comme elle a dit, ça s'appelle des boards. Fait que tu as un board, en fait, tu peux t'organiser n'importe comment tu veux. Par contre, ça serait peut-être idéal de justement vous organiser en tant que composant dans la compétition. Fait que chaque board sera une composante de la compétition. Vidéo, site web, puis là-dedans, tu auras tes to-do, tes in progress, puis tes tâches complétées là-dedans. C'est sûr que tu peux mettre plus de colonnes que ça. Tu peux mettre, moi, j'ai souvent travaillé avec une colonne bloquante. Fait que si tu es rendu, tu travailles sur quelque chose, mais tu attends après quelqu'un pour finir quelque chose, ou il te manque l'information, ou tu mets ça là-dedans, puis tu tags les gens qui sont concernés par ça, comme ça tu peux avancer. C'est plus clair visuellement, puis tu peux avancer plus vite. Puis, n'ayez pas peur de demander l'avis ou l'aide de vos mentors, vos professeurs, même la CRC. On est ici pour vous aider. On est tous des participants à la CRC. On était tous dans vos chaussures il y a quelques années, mais bon. Tout ça pour dire qu'on était là. Fait que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser dans le manager, puis on va vous répondre, on va vous aider, on va vous guider dans la bonne direction. Ou on va laisser d'autres élèves vous répondre, parce que les élèves sont très très bien outillés, honnêtement. C'est quelque chose que vous ne vous y attendrez pas, mais si vous posez des questions sur le forum, il va vraiment souvent y avoir des élèves qui vont répondre avant qu'on se rende sur le manager. Fait que c'est vraiment une bonne source d'information. Le forum. Il y a des questions sur la transparence? Et la reconnaissance des risques. Comme j'ai dit, chaque projet a des risques. En fait, dans le milieu professionnel, c'est essentiellement la responsabilité du gestionnaire de projet d'analyser les risques et de déterminer les impacts. En tant que leader, c'est ça que vous allez faire. Vous allez analyser les risques. C'est quoi le risque? Si mon robot, il ne peut pas... si tu utilises, ok, mettons que tu as un matériau qui est vraiment trop cher, tu peux juste l'utiliser une fois, puis si tu manques ta construction, ben ça va être scrap. Ce genre de petites choses-là. Il y a plein de choses différentes qui peuvent représenter un risque pour l'équipe. Ça peut être financier, ça peut être au niveau du fonctionnement, ça peut être à plein de niveaux différents. Ou justement, peut-être, c'est que votre robot ne peut pas aller chercher ou aller peser sur l'actuateur de la balle en chaîne. C'est quoi le risque? C'est quoi l'impact? Est-ce que vous n'êtes pas capable de le faire? Est-ce que vous pouvez faire d'autres choses? Puis est-ce que les autres choses vont être encore mieux que de travailler sur aller chercher l'actuateur, de l'activer pendant la compétition? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez travailler dessus pendant la compétition? Est-ce que il y a quelque chose qui est plus prioritaire que celui-là? Fait qu'en tant que leader, c'est ça ce que vous allez faire. On a écrit quelques risques qui sont spécifiques à la CRC aussi. Fait que vous n'êtes pas capable de finir votre site web complètement ou votre vidéo complètement avant la date de soumission. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais en fait, soumettre quelque chose, c'est déjà mieux de soumettre rien. Ça va vous faire des points. Ça va faire des points plus que 0. En fait, la façon que ça marche, puis
puis on va vous donner le secret parce que vous êtes ici, même si c'est streamé, c'est correct. Si vous soumettez rien, si on n'a pas de soumission pour votre école, vous avez un rang de 0. Fait que vous êtes tout de suite à la fin pour ce composant. Puis vous êtes au même rang que tous les autres qui n'ont pas remis. Par contre, si vous soumettez quelque chose, mais c'est comme pas bon, puis vous n'avez pas répondu aux critères, fait que techniquement, vous n'avez pas eu de points, vous avez tous eu un genre de pointage 0 pour chaque critère d'évaluation. Ben, vous êtes techniquement en dernière position, mais vous n'êtes pas à 0. Fait que ça vous donne un point de plus que toutes les gens qui n'ont pas soumis quelque chose pour cette composante-là. Fait que pour le rang total, ben, en fait, ça va vous faire un point de plus pour la vidéo, un point de plus pour la conception du site web, un point de plus pour la conception, website content puis website design. Fait que ça vous fait déjà 3 points de plus. Puis des fois, honnêtement, ça fait la différence entre un rang ou un autre rendu au final. Ouais, ça peut faire une grande différence. C'est pas juste ça. Ce que vous pensez qui est peut-être vraiment pas de qualité comme site web, vous pouvez le remettre. Puis ça se peut que ce soit bien meilleur parce que vous pensez. C'est pour ça qu'il se fait évaluer. C'est pour ça qu'on envoie à des juges. C'est eux qui vont vous dire c'est quoi la qualité du code que vous avez donné. Oui. Is there a difference between doing your website from scratch, like hard coding everything yourself, or using other tools that can give you a Like a website? framework, like a template. Exactly. Like you can start from CSS and HTML and add PHP to it to give it like functions. I don't know if you need that, but maybe for the YouTube video. But to be more specific, my question is there a difference between someone who created their own theme and someone who used Bootstrap and someone who is using Wix or Adobe Dreamweaver? So there is a difference in the sense that it will show that you've done your website from scratch, right? In the URL, when it doesn't say wix.com/something, it shows that you've done something from scratch. The judges are actually professionals in website design, in journalism and stuff like that. So they actually will be able to spot a website made from scratch versus a website that used a framework. Does that make the difference? It really depends on what your website looks like. It doesn't mean that because you use Bootstrap, for example, your website is going to be it's never going to get to the top of the list, you know. Mais si tu as deux sites qui sont équivalents, puis qu'il y en a un qui est plus codé à la main et qui fait de qualité, qui est vraiment fait personnalisé à l'utilisation de l'équipe et qui n'utilise pas des add-ons comme Bootstrap par exemple, ben c'est sûr que cette équipe-là va avoir fourni plus d'efforts puis il risque d'avoir une meilleure évaluation du côté des juges. So, ça influence, mais c'est pas... It's not the deciding factor, let's put it that way. But it does help. Oui. Justement, pour continuer, pour peut-être préciser sa question, si c'est une école qui est de base secondaire, qui n'apprend pas à faire des websites de nature, parce qu'on voit qu'il y a des collégiales, qu'il y a des cégeps, ça peut être pris en considération aussi, parce que le website, c'est pas tout le monde qui sait développer ça encore. Donc, je vais commencer avec en disant qu'il va y avoir un workshop sur de la programmation de site web le mois prochain. Donc, soyez là si vous en avez besoin. Si votre école a besoin d'avoir ces connaissances-là, puis vous n'avez pas de ressources dans l'école pour vous les montrer, venez au workshop, 100%. Mais moi, je voulais juste dire, et je ne veux pas vraiment faire la distinction parce que j'aime pas faire la distinction, mais c'est une des raisons pour laquelle on a implanté le concept des divisions. Fait que vous êtes en division 1 ou division 2. Fait que, et pour toutes les composantes sauf le jeu, vous êtes évalué division 1, division 2. Fait que ça se peut que mixer, parce que tu as toujours un rang collectif, tu as toujours un rang global, basé sur les 27 écoles qui ont participé à la compétition. Mais tu as aussi le rang pour toutes les équipes qui sont mises en division 2 ou division 1 de la compétition.
Et justement, pour les prix de reconnaissance et quoi que ce soit, sont basés sur le rang de la division et non pas sur le rang global. Ça, c'est vraiment pour justement reconnaître les équipes qui n'ont pas nécessairement les mêmes ressources ou les mêmes compétences antérieures acquises. Et ça se peut que, justement, vous êtes, disons, en 12e position pour le rang global, mais techniquement, dans ta division, tu es genre en 2e position. Ça se peut. Deuxième affaire, c'est vous n'êtes pas capable de rendre votre site web public le jour de la soumission. Ça arrive toujours. En fait, la date de soumission, c'est le 27 janvier à 11h59 et 59 secondes le soir. 23h59, 59. Je pense que le dernier 59, c'est à 0, mais je ne suis pas sûre. Je ne mettrai pas ma main au feu, je ne le remettrai pas à la dernière milliseconde. Mais en fait, on voit toujours des gens qui sont toujours en train de uploader leurs vidéos sur YouTube ou rendre leur site web public à genre 11h58 le soir. C'est très, très risky. La vidéo YouTube, faites-le pas. Voilà. Évitez-vous les cheveux blancs de soumettre votre vidéo, d'uploader votre vidéo à YouTube le soir de la remise. Ça peut prendre beaucoup plus de temps que ce que vous pensez. Faites-le au moins une journée d'avance. En fait, si vous attendez à la dernière minute, ça se peut que vous avez 27 personnes en train de uploader une vidéo de 4 minutes dans la CRC, puis genre 1 million d'autres personnes qui sont en train d'uploader leurs vidéos de blog, puis de weekly update ou de leurs chansons qu'ils ont faites, leur cover. Fait que c'est tellement long à faire, puis c'est juste une vidéo de 5 minutes. Fait que d'habitude, tu y penses, puis t'es comme, OK, mais ça va prendre 2 minutes, puis c'est correct. Mais des fois, ça plante. Des fois, tu arrives à genre 99%, puis là, ça plante. Puis il faut que tu recommences. Puis à chaque fois que vous recommencez, fait que je vais vous donner un tip aussi. Soumettez pas le lien avant que c'est complètement uploadé. Parce que s'il faut que tu recommences, ça change le lien. Puis on ne sera pas capable d'accéder à votre vidéo avec l'ancien lien si vous l'avez soumis. Fait que attendez vraiment à 100%, puis refresh la page, allez voir votre vidéo et copy-paste le lien qui est là-bas, puis soumets-le par manager. Puis pour le site web, de le rendre public, en fait, c'est une des raisons pour laquelle on a intégré le concept de web hosting cette année. Fait que vous pouvez toujours hoster votre site web sur nos serveurs. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire à faire ça, puis on va vous donner toutes les informations dès que vous êtes inscrit. Mais ça va vraiment beaucoup aider parce que c'est nos serveurs, fait que techniquement, on aura tout le lien, on aura toutes les informations rendues là, puis on peut vous arrêter à minuit le 28 janvier à faire des changements. Est-ce que vous avez des questions, des préoccupations, des inquiétudes? Questions, concerns? I have a question. It's a bit technical though on the hosting service that you do. Your servers are here locally, so you're hosting them locally in a local computer in Vanier or somewhere else? No. We have a hosting service. You have a hosting service? We're not hosting them at all with Vanier. Vanier is the host pool for the competition. Any other questions so far? The goal is to reuse that service, which is why we didn't want to use it directly at Vanier. It's to reuse it next year when we go to another school and the year after. So at Vanier, we're just renting the gym, basically. Yes. We don't have space. So they're not hosted locally, they're hosted on another Yep. online site. Okay. Managing project disturbances. C'est sûr que dans le projet, ça va arriver qu'il va avoir des embûches. C'est garanti, 100%, quelque chose ne va pas fonctionner quelque part. Si ça ne vous arrive pas, je vous donne une médaille à la compétition. C'est impossible.
il y a toujours un deadline qui n'est pas respecté à l'interne, là, je veux dire, ou quelque chose qui casse, ou finalement, ben, l'idée qu'on avait pour le robot, ça ne fonctionne pas tant que ça, finalement. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui peut mal aller. Puis ça, il y a plein de choses que vous ne pourrez pas prévoir. Il n'y a juste aucune façon de les prévoir. Puis il faut juste travailler à réagir quand ça arrive de la bonne façon, de façon structurée, de façon logique, puis de travailler en équipe pour régler ces problèmes-là. Puis justement, comme on a dit avant, vos profs sont là, vos mentors sont là pour vous aider. Nous, on est là pour vous aider. Et les participants de la CRC sont aussi là pour vous aider. Oui, c'est une compétition, mais honnêtement, pour les gens qui n'ont jamais assisté à une compétition de CRC, c'est vraiment beaucoup de collaboration rendue à la compétition et même avant. Oui, c'est une compétition, mais les gens sont là pour vous aider. Justement, on a des écoles que ça fait 15 ans qui sont dans la compétition, puis ils savent tous les outils, tous les tips and tricks pour vous aider, puis vont justement vous les partager parce que c'est une des raisons pour laquelle on fait toujours des jeux en collaboration, puis on fait pas des jeux un versus un ou, tu sais, mais justement, on veut que vous travaillez en équipe avec des différentes équipes pour que vous pouvez apprendre toutes les techniques qu'ils utilisent, puis vous pouvez aussi en apprendre de leurs connaissances. Si un problème survient, l'important, c'est toujours de rester calme. C'est toujours d'essayer de prendre un pas de recul, de regarder la situation, de voir qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on peut réagir, qu'est-ce qui est à notre disposition pour réagir, qui sont les meilleures personnes pour réagir par rapport à ce problème-là spécifique. Puis vraiment, de faire ça, on essaie de le faire le plus rapidement possible, mais s'il faut prendre un moment pour vivre le moment, si c'est vraiment dramatique ou pas, mais il faut vraiment faire ça de façon calme pour que ce soit structuré. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. La responsabilité du gestionnaire de projet. Fait, encore une fois, vous n'allez pas être des gestionnaires de projet, mais plutôt des team leaders. J'ai pas le grand-père d'écrire les automobiles. Est-ce que quelqu'un a des exemples de gros problèmes qu'il y a eu dans les années précédentes dans leur équipe? Vas-y fort. 2 moteurs qui ont brûlé de suite. 2 moteurs qui ont avant la compétition ou à la compétition? Ben, une semaine avant la compétition. Non, 10 minutes avant qu'on en 10 parle. minutes avant. Comment vous avez géré la situation? On a juste décidé à la compétition, on va le changer. Ok, vous avez changé, vous en aviez en stock, vous en aviez d'autres? Ouais, c'est qu'il y avait des gens qui mangeaient comme du popcorn, donc on s'est dit, ah, peut-être c'est juste le popcorn qui a brûlé puis ça sentait pas bon. Ah Puis ouais. on a testé 3 fois le robot, il fonctionnait bien. Là, on a dit, ok, on peut l'emballer, tout ça. On est comme arrivé, puis c'est Nice. le moteur qui a brûlé. T'as un autre exemple? Not checking that the wheels were designed to work on hardwood. Oh, that's a problem. What were they working on? Linoleum, Oh, like a gym floor. I He knows see. all about it. He knows all about it. What did you do? We stripped the drive on the second day, Mhm. and we made it from scratch for the third day. Moi, ce qui m'est déjà arrivé, c'est d'arriver à la compétition et de réaliser que tout mon système de préhension ne fait pas du tout la job. Il faisait vraiment pas du tout la job, il n'était pas capable de faire ce qu'on voulait faire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait encore des joutes qui nous restaient pendant la soirée. On a dit, ça sert à rien qu'on reste, on ne fera pas de points. On est mieux de prendre ce temps-là pour retourner chez quelqu'un, travailler sur le robot, puis avoir un robot de meilleure qualité le lendemain matin. Fait qu'on est resté dans un garage pendant toute la nuit. Ça va peut-être vous arriver un jour dans votre vie, mais juste pour dire que, on aurait pu rester sur place parce qu'il nous restait encore des joutes, mais il fallait regarder la situation logiquement. Qu'est-ce que ça nous apportait de rester? Est-ce que c'était plus profitable de rester puis d'essayer de jouer aux joutes en risquant le fait de manquer de ne pas faire de points du tout, mais de perdre tout ce temps-là, ou de juste vraiment mettre ça de côté puis aller travailler sur le robot à la place? C'est le genre de choix que vous allez avoir à faire quand vous allez avoir ce genre de problème-là. Justement, moi, j'étais à l'école secondaire, puis justement, l'importance de lire le livret de règlement. On a conçu notre robot, on est rendu à la compétition, on a tout conçu notre kiosque et tout, on s'est fait certifier pour notre robot, puis le gars qui nous certifiait a dit bon, tous vos serveurs moteurs sont illégaux. OK.
Fait que là, on est allé voir le livret de règlement, puis oui, en effet, ils étaient tous illégaux. Fallait tout refaire. On a pris une locale, on a demandé, je pense que c'était à Collège Laval. Puis on a pris une locale, puis il y a plein d'écoles de cégep qui sont venues nous aider, puis on a tout refait notre robot le jeudi après-midi, puis on était prêtes pour, je pense, comme notre 3e jeu le jeudi soir. On a participé. Il y a plus plein de problèmes qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Il y en a qui arrivent à la compétition. On a déjà eu des problèmes qui se sont passés 10 secondes avant la dernière joute finale. Il y a un robot. That's why you're the fire robot, are you? Maybe. Il y a un exemple que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Il y a une équipe, une année, qui sont arrivés, je pense pas que c'est une par contre, ils sont arrivés au terrain de jeu pour leur dernière chute et ils ont mis leur batterie à l'envers. Yeah, Sorry. well, it wasn't me, but Donc, ils ont mis leur batterie à l'envers, ça a cramé le circuit électrique. Il fallait tout refaire, puis la joute commençait dans 10 secondes. Fait que, bon, ça c'est une toute autre histoire, là. Il y a eu vraiment des implications différentes. Mais comme quoi, les problèmes, ça peut survenir à n'importe quel moment. Puis ça peut être n'importe quel problème. Vu qu'on fait conception après, un des meilleurs, là, c'est soir avant d'aller à la compétition au lot d'Eltra, puis on a réalisé que oui, notre robot avait le droit d'être 3 pieds, mais toutes les portes dans l'école sont 2 pieds. Fait que ça, c'est un problème. C'est normal de faire traverser un robot de 3 pieds. Ouais. Puis, il fallait le. OK. Parfait. Bon. Alors, comme on disait, vous n'allez pas avoir un gestionnaire de projet, mais vous allez avoir vos leaders. Fait que vos leaders, en fait, sont, comme on a dit, les points de contact pour toutes les composantes pour lesquelles ils sont les leaders. En fait, pour choisir vos leaders, c'est vraiment à vous. Chaque équipe aura soit un leader désigné par un prof, un leader qui a déjà été à la compétition, ça fait des années, un leader que ça fait plusieurs années qui participe au club de robotique avec des nouveaux, fait que c'est évident qu'il sera le leader. Mais vous pouvez aussi voter pour votre leader. C'est ça ce qu'on a fait en fait au Cégep, c'est on a tous voté pour un leader pour chacun des composants. Vous pouvez faire ça aussi. Je vous invite vraiment à en discuter en équipe, à en discuter avec vos professeurs aussi pour justement déterminer la meilleure façon de faire ça. C'est vraiment entre équipes, entre vous, à voir comment vous préférez fonctionner. Est-ce que vous voulez avoir genre 10 000 niveaux de hiérarchie puis chaque personne est responsable d'une affaire spécifique? Ça se peut, il y a des équipes qui fonctionnent comme ça. Est-ce que vous voulez avoir juste quelques team leaders puis chacun, ben, c'est complètement séparé puis ben, il se focus sur la composante vidéo, il se focus sur telle autre affaire, mais il n'y a pas nécessairement de gestion qui se fait entre. Est-ce que vous voulez avoir une personne qui supervise tout ça en plus? C'est sûr qu'il y a des structures qui sont plus gagnantes de nature, mais c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez fonctionner, qu'est-ce que vous voulez essayer comme tactique. Ouais. Puis justement, la dernière phrase, c'est très, très important. Remember that you can accomplish more when you're not trying to do it all. Fait qu'essayez pas de tout faire dans votre équipe, déléguer, puis travailler en équipe, justement, pour arriver à la compétition relaxed et prête à avoir du fun et à vous amuser pendant la compétition, pendant les 3 jours. Vous avez beau être un gourou de la robotique, ça sert à rien de vous travailler tout seul. Ça va pas, vous n'allez pas arriver à... Vous n'allez pas mieux atteindre vos objectifs si vous travaillez tout seul. Si vous utilisez les ressources qui sont à votre disposition, si vous if you take advantage genre des gens qui sont autour de toi, qui veulent participer au projet aussi, puis qui ont des compétences à apporter, ben c'est sûr que tu vas te rendre plus loin. Parfait. Puis on est rendu en fait à la dernière étape du life cycle de gestion du projet. C'est le succès de projet. Alors en fait, ça vient dans différentes façons. Ça peut être identifié en différentes façons le succès d'un projet. Premièrement, les étudiants sont contents, heureux avec le travail qu'ils ont fait, qu'ils ont complété.
Les mentors, les professeurs sont contents pour les étudiants qu'ils ont pu accomplir ce défi. Les solutions et les stratégies qui ont été choisies ont bien fonctionné à la compétition, ou bien vous avez changé vos stratégies et vos solutions rendues à la compétition après peut-être jeudi ou vendredi matin, quand vous réalisez que, en fait, en travaillant à deux, ça ne marche pas ma stratégie. Fait qu'il va falloir qu'on change de stratégie pour les prochains jours. Que vous ayez du fun à la compétition, c'est pour les gens qui n'ont jamais assisté à la compétition, c'est vraiment du fun. Puis on veut justement que vous ayez du fun là-bas. On a plein de différents trucs qui se passent, puis on veut get the best of everything kind of thing. Et vous êtes capable d'apprendre des autres équipes. Comme on a dit, tout le monde est là pour vous aider. Toutes les écoles qui ont déjà participé à la compétition sont là pour vous aider. Fait qu'il faut bien prendre leurs connaissances et prendre leur expérience pour vous aider à mieux avancer dans la compétition. Le succès de votre projet, je sais que c'est une compétition, je sais que vous voulez tous aller là-bas et gagner la coupe. Ok, non, il y en a qui sont déjà clairs sur le fait que non. Mais c'est sûr que quand on va à une compétition, c'est le fun de recevoir des prix et tout. Mais c'est vraiment pas la chose principale. Moi, personnellement, l'année que j'ai le plus trippé, c'est pas l'année où j'ai reçu le plus de prix. C'est l'année où j'avais une équipe qui était super investie, où tout le monde a donné du sien. On a eu un super beau résultat dans toutes les composantes. On a super beaucoup appris et on a vraiment, vraiment trippé pendant la compétition. Puis, à ce jour, quand je me fais demander en entrevue, ça m'est arrivé il y a 2 semaines où je me suis fait demander en entrevue, c'est quoi le plus bel accomplissement que tu as eu dans ta vie? C'est de gérer cette équipe-là. Même si on n'est pas arrivé à la fin avec la coupe en sortant du gymnase, c'est quand même la plus belle chose. La plus belle chose qui est arrivée dans ma vie, c'est de donner des objectifs à mes équipes, de me rendre à terme. Même si au final, on n'était pas premier dans toutes les composantes, on est arrivé à toutes nos fins avec tout ce qu'on avait. Puis on a tellement appris de ça. Fait que c'est vraiment pas les prix qui vont déterminer le succès d'un projet, tant au niveau personnel qu'au niveau de la compétition. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, c'est la fin de l'atelier pour la gestion de projet, la gestion d'équipe. Comme on a dit pendant 45 minutes, n'oubliez pas de vérifier Manager pour toutes les nouvelles de la compétition. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook pour avoir... Pourquoi Snapchat n'est pas là encore? Sorry. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On met vraiment beaucoup d'informations là-dessus aussi. On met des trucs le fun aussi par rapport à la CRC. C'est le fun si vous voulez être en contact avec nous. Puis, vraiment, vérifier Manager souvent. On va terminer la présentation avec ça. Il y en a beaucoup ici, je pense, qui restent pour Robot Design. Qui ici reste pour Robot Design? OK. Je vais vous proposer de prendre un petit 5 minutes pour aller aux toilettes. Est-ce que vous en avez besoin ou est-ce que vous voulez continuer tout de suite? Check, 5 minutes. On va prendre Distribuer. 5 minutes. On va prendre un
I'll just see t-shirts. Can we leave the door open? Holy crap, that hurts. All right. So robot construction Dumb idea. and design. Yes. No, it's not construction. Design construction's next month. Yeah. We'll be back for that one. Just so I know, who's better in English here by raise of hands? Here. Better in Because French? we can do franglais. I don't speak a word. Louder. You don't count. You Yes. don't matter in this. I'll mix it up for you, don't worry. All right, we'll mix it up. All right, so for all, I'm assuming everybody here is either in robot team or wants to be involved in it and be able to offer guidance to their peers. So that's good. The first thing to look at whenever you're thinking about what you're going to be evaluated on is obviously to look at the evaluation criteria. That's going to give you your biggest hints as to what we're going to be looking for. If you guys don't know where to find this, the link is right there and we're going to post it. So it's in the rule book right at the end. The first appendix is actually for robot design, so go check that out. Both of the links for French and English over there. I can't tell you how many schools have like come to the CRC and go, I don't understand why this didn't do better or that didn't do better. And we just say, look at this sheet that we provide to you, and they go, oh, I didn't do that. And then, you know, on one of the primary things is missing completely. And then they go, oh, that's why I didn't do well. Generally, for robot design and construction, most of them are going to be there because it's very hard not to at least touch them on some level if you're going to have a robot that works. So if your robot works, it's probably because all of these have been hit at a certain point. So the first one, how we're going to break this down, is we're going to go through each point roughly to give you an idea of what each one of them means and how to implement them in your robot. So obviously, the most important aspect is to make sure that your robot is designed to play this year's game. That's why you can't really recycle your robot from last year because it changes every year. So you have to identify what is the point system this year. In past years, it has always been to interact with the field. So for example, last year it was how many points can you get from your own team's color into the bins for vertical, for those of you who were there. This year you have to figure out what is the point system, how am I making my points here? And decide what is the best strategy in order to get those points. So for instance, last year we had 2 different colored tennis balls. So one strategy is to correctly identify which color is yours and to only use those ones, to only get those in the point system. And the second one is to identify how do I get, which places do I have to get them to get the most points. There were the 10-point bins, the 20, and the 40. Obviously, if you can aim for the 40, that's your best shot. If you're not capable of doing that, how can you make it so that you can get the most possible in the 10s if that's what you're able to do? So figure out what strategy is achievable for your team and which one is going to optimize the amount of points you're able to make. Then you have to figure out what does your robot actually have to do to implement that strategy. So it's all nice to say, well, my strategy is going to be to get as many balls into the 40-point bin as possible. Now, what do you have to do that? So for instance, last year, you have to actually be able to pick up the balls of your color, identify which ones are yours. Are you going to do that by a color sensor? A lot of teams did that. Are you going to do it by visually just looking at only picking up the ones that are of your color? You need to actually be able to pick up things. You need to be able to launch them into the bin at a certain height. So figure out which systems are needed on your robot and then break it down into how can I implement those systems? What are the different mechanisms that I know of or that you can look up that can do those tasks? Yeah. And then you have to obviously make them a priority. So which ones are the most important? If you don't have the time or if you don't have the resources to implement all of them, which ones are the key elements? Because you might have a robot that can do more than one thing, and you should have a robot that can do more than just one linear task. Yeah. Okay, so now that we did establish that you need to figure out what your robot needs to do, the best thing, obviously, is looking through the rulebook. We're going to repeat this a lot, look through the rulebook. What's really important, though, is that you sit down and read, like, especially concerning the robot design, is reread the rules multiple times. Go through with a highlighter if you have to, because there's 5, 10, 15 pages, depending on the year, of the explanation of the game, and you can summarize what your robot design is going to need to be in, say, a paragraph of just highlights. So you can tell right away, oh, I need to have something that can pick up a ball. I need to have something that can twist, something that can throw. You can just skim through the rules, but the best way to figure out what you need to do is by reading them, and also that will allow you to break up the game into different movements.
launching, moving, picking up, extending, things like that. So that'll help you further on in your research, because one of the best ways to get ideas for a design is to see what other people have done and see what works, what doesn't. So this is just an example from last year's game. It was vertical, so this is what the playing field looks like. Some of the key elements of that game were that there was a staircase. So a lot of robots got stuck because they didn't make a robot that was able to overcome that challenge. And because of that design flaw, their drive system could have been perfect for another game, but because it wasn't adapted to this specific one, their robot in general was not optimized. Good. So that brings the next point is really don't be afraid to seek out ideas. Don't be afraid to make mistakes, because when you're making your design, you never know. One thing like a ketchup robot might seem kind of stupid, but then if you think about it, you can go, oh, well, the tank tread system works really well, and you might need to use that. But basically, you need to figure out what your bot needs to do, first of all. You make your list of actions, you highlight in the rule book, and then you go. Question? There's some people here that don't understand it very well. OK. Fait que la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment lire les instructions dans les règlements, puis prendre un surligneur, puis aller voir toutes les actions, puis faire comme une liste de tâches, comme prendre une balle, être capable de traverser un terrain de jeu sur plusieurs niveaux, des affaires de même. Fait que des fois, faut vraiment pas avoir peur d'aller chercher des idées. Fait que quand tu prends ton livre de règlement, tu as surligné, tu peux aller chercher des idées qui marchent, comme si tu te dis, ah ben, I know I have to pick up a ball, you can go on Google, tu peux taper ball pickup robot or ball throwing robot, and you can see what's worse, or voir qu'est-ce qui marche pas. So, like example, you can look up a ball launcher used for practicing in Major League Baseball, or a robot arm in a factory built to push things if you need to do extensions, things like that. You're not alone when you're designing a robot. You're not the first person who's ever designed and built a robot before. There's other people that have things that have worked, and even non-robot related things can be used for your design. And one thing that I personally found really helpful was I would go check old CRC competition highlight videos. There's almost 20 years of them, and this might be 5 or 6 minutes long, but chaque année, il y a quelque chose d'important comme prendre une balle ou pousser, and from there, you can see what other robots have done, what other schools have done, and a lot of times we show what doesn't work too, because it's kind of funny. So you can find similar actions and try and build off that idea. L'autre affaire aussi, c'est que souvent dans les vidéos highlights, tu vas juste voir comme une seconde de ce que le robot va faire. Donc peut-être tu n'as pas eu la chance de voir l'onde parfaite pour voir exactement c'est quoi le mécanisme dedans. Mais si tu es capable d'identifier ça vient de quelle école, tu peux aller dans leur site web, puis d'habitude, parce que c'est un des critères d'évaluation, d'avoir une section sur le robot. Donc tu peux aller voir ce qu'ils ont fait, les notes qu'eux ils ont pris, parce qu'il y a certains sites web qui sont vraiment bien détaillés, puis qui ont vraiment pris une note de ce que leur équipe ont fait pour avoir ces idées-là. Puis même si ce n'est pas l'idée que tu vas prendre directement, peut-être juste leur stratégie de comment est-ce qu'ils sont venus à cette conclusion-là, c'est inclus dans leur conception de robot. So the next one is the robot is designed to be able to move freely around the playing field in relation to the game. So you have to obviously have a robot that moves. Unless you are very, very talented, it is hard to win a game from a single spot. You need to be able to move your robot. If you don't have a way to do that, then it's going to be very, very hard to succeed. You need to be able to develop a drivetrain system that takes into account a few things. The main ones are what wheels are you going to be using, which motors are you going to use, and the frame design, as well as how you're going to implement those in relation to each other. So for wheels, you really have to consider how your robot is moving. What's the priority? Is it you need them to have a certain tread system because you're on a ramp and you want traction? Is it stairs that are going to have to be overcome? Because then wheels like Mecanum, which are great, the main goal is that you need to be able to move very freely, turn on a dime. Those ones don't go upstairs very well because of the way they're built. So you need to have something that can overcome that challenge. You need to figure out what is my challenge in terms of where the wheels are concerned. Then you need to consider which motors you're going to attach to them. Wheels don't move on their own. They need something to drive them. So you need to understand that, yes, while a 5-to-1 BaneBot motor is really fast, it's going to get you somewhere really quick, the heavier your robot is,
the less it's going to work. So depending on how many systems you're going to be using, and that's more on the construction side, but it's good to consider which motors you're going to be using based on what your design is going to be as well. So you need to make the accommodation for power versus speed. Donc, il y a certains moteurs qui sont faits spécifiquement pour la puissance plus que la vitesse. Donc, il faut vraiment prendre ça sous considération. Puis, dernièrement, il faut considérer comment est-ce que tu vas faire le frame. Donc, pour connecter tes roues au système que tu vas intégrer dans ton robot, c'est quoi la méthode que tu vas faire pour que c'est optimisé et que les deux, they don't clash. If you build a drivetrain before you design your systems, or if you do them separately, they don't always mix well. Good question. One thing I didn't really understand about the rulebook is you're saying that everything should be done by students, but there isn't really a clear line of what is considered the student work and what is not. So for me personally, and my team, we've been designing PCBs for 2 years. And I don't know if we can do the same in this competition or not, because PCBs are something you design it millimeter by millimeter and everything is yours, but you can't build it at home. You have to have the company building it for you and sending you back the manufactured parts. Or 3D printers or CNCs, all those types of machines. Are we allowed to use them? Are we not? You are. Is there a limit? I'm just going to jump in here just to say, if you want to answer. You're more official. I'm more official. So the idea behind that rule is that we want students to be behind the thinking. So we want you to think of the ideas, we want you to, on veut que tu élabores tes concepts, que tu penses à comment parvenir à tes fins. Et au-delà de ça, si tu décides d'aller faire machiner quelque chose, d'aller faire 3D printer quelque chose, tu as le droit de le faire, ça a été fait par le passé, il n'y a pas de restriction là-dessus. So there's no restriction on either I can have a part machine for me or not, if I design. You can have, basically that rule is just to make sure that the students are the ones building their own robot. There isn't somebody else touching their robot for them. But you are allowed to outsource machine work and things like that, because obviously not everybody has a 3D printer or a CNC machine in their garage. Basically what we want to just be able to do is ask a student how their robot was designed and have them be able to explain it to us. We don't want them to say, oh, well, I hired an engineer and I don't know how this works. The point is for you to figure out your concept, your design. How do you want your robot to work? How do you want to build it? You can use store-bought parts, no problem. And you can even use parts of designs that you've seen online and things like that. It's just we really want to make sure that it's you that was the one who went and found the idea or went and got that part. Your teachers are allowed to help you, yes, but we just want to make sure that it doesn't turn into a competition where it's a bunch of teachers with ideas and their students are just building robots for them. And the other thing too is that as far as design is concerned, getting your stuff outsourced doesn't change much in terms of if you were the one who designed it yourself, then your design points are going to get there, no problem. The only thing that does come into play a little bit with outsourcing is that, first of all, speaking personally, I love building things, so having that disconnect between work that you actually put in and having it outsourced, sometimes that can take away from a bit of the fun, but it could give you a cleaner product. But where construction is concerned, and we're going to do that next month, but where that's concerned, I mean, you get more points if you did it yourself. Last year, it was a really, really badly made robot that won construction, and it won because the pieces were made by the students themselves. They weren't outsourced, and yeah, the design wasn't necessarily flawless, but because the construction was done in a way that was 100% by the students and it was thought out, it wasn't outsourced, it gave more points. There are different components though. Yeah. There's the component for design and there's the component for construction. This is design. Any question? J'ai une question. Est-ce que c'est mieux, d'après vous, là, de faire le système avant de faire le frame du design ou c'est mieux de faire le contraire? Dans mon expérience personnelle, j'ai trouvé que oui, c'est plus facile de faire le frame en avant parce que d'habitude c'est une carrée. Mais plusieurs fois, tu fais le carré, puis c'est bien beau. Puis là, tu arrives avec ton système, les bras, tout ça, puis tu fais ça rentre pas bien. Il faut que je fasse un gros coche dans le côté du robot pour que ça marche bien. Fait que, personnellement, moi je trouve que c'est meilleur de faire tes systèmes à part du frame en premier, puis après ça, you can make your frame around those systems. The limitation.
Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des années qu'il y a des robots qui étaient faits en triangle, il y a des robots faits en C. C'est pas nécessairement un robot qui est rectangle ou carré ou il y a des robots qui étaient que it was a circle. Fait que ça dépend vraiment l'année par année. Qu'est-ce qui va marcher le mieux? C'est selon vous, selon les règlements. Il y a des années que c'est simple, puis le terrain il est plat, puis tout ça. Tu peux faire le frame avant, mais c'est vraiment. D'habitude, c'est mieux de faire le frame en dernier ou pas à moitié. De manière générale, tu dois savoir comment est-ce que ton robot va rouler, c'est quoi les systèmes, puis le frame, ça va entre les deux. C'est ce qui va faire le lien entre ce qui roule sur ton robot puis les systèmes qui sont là. Really, the best way to do it is to have many meetings in your team. Like, you can either all work on the same system together or subdivide it. Comme ça, tu auras plusieurs équipes, plusieurs gens qui sachent qu'est-ce qui se passe dans la construction et le design. Mais like that, you have a lot of people bouncing ideas off each other. Because one person might say, oh, well, this robot in a cube will work perfectly. And another person might say, oh, well, if I want to have an arm extending out of it, a cube isn't the right shape for me. C'est vraiment, il faut faire des rassemblements d'équipes, puis parler entre les gens, puis même aller voir vos professeurs, des autres étudiants à l'école, les affaires de même, puis vraiment en parler de tes idées. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout ce qui est comment le robot va bouger? C'est bon? Yeah, so that brings us to comparing different drivetrain ideas. So obviously we talked about limitations of the playing field. Some years there's a giant ramp, some years it's a staircase, some years it's flat. You know, it depends year by year, but you need to build your robot around that idea, because obviously a big 200-pound square robot is not built to go upstairs, and a robot that's, you know, a triangle with the wheels in the center won't go up a slope very well. It's year by year. You have to read your rules. You have to go get ideas. Even like last year, one big part of the game was a staircase. So a lot of schools, they went out and they looked up robots on stairs or drivetrains built to go on stairs, stuff like that, to get ideas. So then that'll bring you to how large you need to make your base, because you know you might have all your subsystems, but if your base is a foot square and the rest of the robot is 3 feet squared, the robot might be fine on a flat playing surface, but we've seen it quite a bit where a robot might be 4 or 5 feet tall, and they go up a slope and all the weight is at the top, and then just go whoop, and they smash, and then just gets crying. It's just terrible. Yeah, that was a nice video reel in Converto where the first day was just all the robots falling down, even the ones that were well designed, and later they figured out a safer way with the same robot to go down. So sometimes it's about when you get to the competition figuring out, oops, I didn't think of this, now what do I do? Another question I thought I saw at the end. That's it. So also with the base, you want to take into consideration your subsystems, but also your controls and your batteries. Because a lot of people don't think of that part. Mais le filage, puis les batteries, puis le Cortex ou Arduino, in some cases, ça prend beaucoup de place. It takes up a lot of place, especially if you're trying to keep maintenance in mind. Even if you just take all your wires and you throw them on the robot and you just put a piece of duct tape over it, that's not a good design, because first of all, it looks ugly, but second of all, if you try and do any maintenance, you don't know what wire's going where, what's connected to what. You start trying to do maintenance, and next thing you know, you thought you were fixing the drive motor, but your arm is flailing all over the place because you switched the wires by accident. So really, you need to plan out ahead of time, okay, I need this amount of space for all my wiring so that it's clear, and when you're doing your design, you have to remember that you're not alone most of the time. You're not alone on your team, you're not alone doing the work on your robot. So just because you might be able to do the work or understand the drawings or the robot itself when you're looking at it, if you're not there that day, you're sick or whatever, and somebody has to do maintenance or even keep building the design of the robot, if they don't understand or if they're not capable because it's way too tight, you have to keep that in mind when you're building, because not everybody has the same skills. And that's actually a really good point that Patrick brought up. Donc, si jamais, en tant qu'ingénieur, si tu vas en ingénierie ou non, pour le moment, on est tous considérés comme ingénieurs de robotique, c'est vraiment important de savoir qu'on travaille en équipe. Si quelqu'un d'autre qui travaille avec toi n'est pas capable de comprendre ce que tu fais, c'est parce que tu as fait quelque chose de pas correct.
peut-être ton système, c'est vraiment parfait, mais tu ne l'avais pas fait de manière assez claire ou tu n'as pas laissé assez de traces pour qu'une autre personne est capable de poursuivre ton projet. Si quelqu'un d'autre n'est pas capable de le comprendre, c'est vraiment difficile pour toi, après un mois ou si tu prends un couple de journées de congé, de revenir et dire « je sais exactement où ce que j'étais ». Donc, trace tes affaires. So another really important thing is the robot can adapt to different game strategies. Ton robot doit être capable de s'adapter aux différentes stratégies du jeu. Donc, on a dit au début de trouver une stratégie qui va être le meilleur pour toi, mais c'est vraiment important de toujours avoir des backups. Comme Natacha et Lilian ont dit, il y a toujours des problèmes qui vont arriver sans que tu es capable de les percevoir en avance. Donc, il faut savoir que les backups, c'est ton meilleur plan de défense contre les petits screw-ups qui vont arriver à la compétition. Si ton robot est seulement capable de faire une chose, peut-être ça peut causer problème. Parce que si la seule chose qui fonctionne sur ton robot pète pendant le jeu, que ce soit quelqu'un t'a accroché, toi t'as accroché quelque chose, un des fils se fait couper, quoi que ce soit, là tu peux plus jouer à ton jeu. Donc c'est important d'avoir plusieurs mécanismes qui sont capables de rouler, puis différentes approches au jeu. Si jamais ton système principal casse, qu'est-ce que tu peux faire pour accommoder cette perte-là? One other thing that a lot of people don't think about is that in CRC, for a long time, we've been doing partner games. So in every game, you're going to be working with somebody. A lot of what I heard when I was helping to mentor at a competition in a team 2 years ago was, it's okay, the other robot's going to handle this. Never ever rely on another robot to pick up your slack. You need to make sure in your design you are able to win this game on your own first of all. Because there's some games where you might be on your own. Ça arrive des fois que tu arrives au terrain de jeu puis ton coéquipier ne sont pas là parce que leur robot est brisé, ils ne sont pas à la compétition, quoi que ce soit. Donc il faut que tu sois prêt à tout faire dans le jeu. Et si tu n'es pas capable de tout faire, à une certaine limite, ton robot ne va pas être le meilleur design possible. Il y a aussi l'autre côté de ça, de savoir comment est-ce que toi, tu es capable d'aider ton coéquipier pour t'aider toi. Every game, you're going to be partnered with somebody. The best games that I've ever played are the ones where, as a driver and as a co-pilot, we went to see the other team and said, what is your robot able to do and how can I complement that? Donc moi, l'année passée, j'avais un robot, peut-être c'était pas le meilleur design, mais ce qu'on pouvait faire, moi, mon robot, on était vraiment bon à juste shooter des petites balles dans la première, puis de pousser le bouton. J'avais les autres robots que je travaillais avec, eux, il y avait un système qu'ils pouvaient tout attraper. Donc, l'année passée, quand il fallait pousser le bouton, puis toutes les balles droppaient en même temps, l'autre robot se plaçait en dessous, nous, on allait pousser le bouton. Donc, considère que des fois, tes forces sont les mêmes que l'autre, puis des fois, ça va être complètement le contraire. Essaye d'accommoder l'autre équipe pour que vous travailliez vraiment ensemble. Comme ça va être un jeu que ça va bien couler, puis toi, en tant que tel, si tu fais ça avec chaque équipe avec laquelle tu travailles, ton équipe est optimisée en tant que ton école. So obviously, it's hard to know in advance what you're going to be good at without actually having been on the playing field. But one thing that you can do to help prevent any problems from arising is when you have your design, sit down as a team and just go, okay, well, what if this breaks? I didn't think of that. How would we fix that? Or if this changes a little bit, what happens? Say there's a slope on the playing field, and when you took your measurement, it was 35 degrees, but when you get to the actual competition, it's 39 degrees. Is your robot just on that tipping point, or are you okay for a few degrees variance, things like that? You really need to talk it out with your team when you're doing your strategy. Don't be afraid to go see your teachers, or even teachers that aren't helping you necessarily with robotics. You can go see a physics teacher, because they're very good at seeing mechanical issues and things like that. Or even, who knows, an arts teacher, they might have a good background in that. You can go see other people, go see your parents, go see your friends, even ask around to other teams if you have that available to you. But you do on Manager. Yes, you have that on Manager. Go to Manager. Also, the CRC, because we do workshops like this, if ever you have any questions that you feel would be relevant, we can always answer them on Manager. Plugging.
And it helps too because then the other teams maybe other teams had the same question. And yes, it's a competition, but the idea behind the CRC is that everyone gets to learn something. So it always is a really cool move on your part if you make your questions public. Next criteria is the robot suggests ingenious detail that brings intelligent solutions to design problems. So obviously that is the heart and soul of engineering. You want to find the best idea for whatever problems you're going to be facing when it comes to your design. Space is usually a big one. Figuring out how your systems are going to work together, that's hard. Sometimes things are really compartmentalized. How can you make it so that two systems can work as a unit? Is there any way that with two goals that you have on the playing field, can your robot do both? For example, last year, if you were closer to the 10-point bin right at the last 5 seconds before the clock was going to go off, you still had some tennis balls on your robot, but you couldn't reach the 40-point bin. It's better to get a couple 10-pointers than no points. So how can you make it so that your shooter, maybe it had a variable speed on it? So that way, one shooter can get the 40-point bin and the 10 just because you decreased it and you're able to shoot for that one. How can you make it work for several different places on the field? Can you condense it into one? The next one is, can your mechanisms do more than just one thing? So for example, if you have different things that you need to pick up, do you have 10 different things that can pick up one of each? Or do you have something that's adaptable to all of them? Then you also have to consider the constraints. The biggest ones that usually in the CRC you're going to face are materials, motors, and the size. This year, you have a max, it's 8? 8 motors. Yes, 8 motors this year. Gotta revise that. So 8 motors, that's not as much as you think, but it's more than enough. Teams have gone on less, right? How can you make it so that with the amount of motors you have a good design that's powerful for what you need it to do? Is there anything that you can replace with a 5-volt motor that can still work just as well? Can you do gear conversions on it so that anything that you have, if you are missing a gearbox, that way you can kind of work around that gearbox for a little bit. The size, that's a big one. You have a lot of systems to fit. Quand tu as plusieurs systèmes, tout intégrer ça dans ton petit 3x3, ça peut être très difficile. Et des fois, il faut aussi tenir compte que même s'il n'y a pas de limite tant que telle pour ton robot, le playing field, ça va t'en donner. Le terrain de jeu, ça a ses limites propres au terrain. Donc, pour ce qui est des escaliers, si tu as quelque chose trop proche du sol, ça va s'accrocher quand tu vas monter les escaliers, puis là, ça se peut que tu endommages tes systèmes. Donc, il faut tout penser à ça. Et évidemment, les matériaux, des fois, ça peut limiter ton design aussi. Si tu fais quelque chose que ça prend beaucoup, beaucoup de force, mais que tu es limité dans tes matériaux, tu as juste du bois par hasard, il faut que tu adaptes tout ça pour que ça puisse se tenir pendant 3 jours de match, puis que tu ne sais pas si quelqu'un va t'accrocher, si tu ne sais pas si quelque chose va mal fonctionner, tu vas te défoncer dans un mur. Ça arrive. Donc, il faut tout considérer. Et l'autre affaire que, comme Patrick avait dit, il y a beaucoup de personnes qui oublient les fils. Your wiring is important. If you don't have wiring, your robot isn't going to run. Electrical always gets left to the last minute in most cases, and it's the worst thing that you can do. Whenever you design a system, think, where are my wires going to go on this? Si tu as fait ton système de drive pour que tes bandbox sont face vers l'intérieur puis les fils sortent du côté, la petite espace que ça va prendre pour les fils, ça compte. Puis si tu as besoin de les rapporter comme ça met beaucoup de pression sur tes fils. Donc fais attention aux petites affaires de même. Constate où est-ce que tu vas les passer. Est-ce que tu es en train de passer tes fils à travers quelque chose qui va bouger puis ça se peut que ça va couper ou ça va tirer tes fils. Donc vraiment, puis l'Arduino aussi, ton Cortex, assure-toi que c'est à un endroit que ça ne va pas être au détriment de tes autres systèmes. Ton turn bar pour tes 12 volts, assure-toi que c'est pas à quelque part que ça va venir en contact avec du métal, que ton gear ne va pas aller par-dessus. Parce que si jamais ton terminal bar, ça vient en contact avec d'autres métals, tu peux avoir un short, tu peux tout péter ou pire. Donc, on fait attention à ça. The other thing is, do you have removable links in your design? Is it possible for easy maintenance? If you can't take something out quickly, if once it's in there, it's permanent, you have to make sure that it's not something that's going to break. If it is something that's going to break, you have to make sure you accounted for that in your design. Put it in a place that you have access to it. Make sure everything on your robot is accessible to a certain extent. Especially, I can't stress this enough, the electrical, because a motor, there's a very high chance that it will not survive those 3 days. Yep.
And if everything is hardwired and there's things covering your wiring, going to change a motor, because it always breaks right before the game, never 20 minutes before when you have plenty of time. If that motor is not easy to fix, that could mean a huge difference in points for you or your team. And also there's the issue with, just, running 12 feet of wire. It's easier in little sections than in a 12-foot length, especially if you leave your wiring to the last minute and you go, oh, that's it, everything has to be exposed now, and it's running and blocking everything else. And it's also important to note that wire design often gets put under construction, but it's actually really important to consider that wiring is a design in itself, because if you have two motors that you know for sure in the program, they're always working together. How can you make it so that they both go to one port? That way your wiring is reduced. If you have less wiring to worry about on your robot, if something burns, you can find it faster. If you label your wires, you can find it faster. So consider where they're working. Si jamais tu as ton tank système que deux moteurs vont fonctionner ensemble, connecte-les en Y. Puis après ça, ça va aller à un terminal. Ça fait en sorte que tu as moins de fils à gérer. Next point is robot is designed with creative concepts and out-of-the-box thinking. This one's a little bit harder to touch on in a presentation like this because it really is case sensitive. Thinking out of the box is just that. You have to think out of the box. There's nothing we can really do to guide you on how to think out of the box other than saying, what's in your brain? What do you know from your own experiences? Have you been in the CRC in the past? Have you worked with systems? Have you ever driven in a car? Cars have cool systems that work. Have you ever used a computer? You know how certain things work. Ask yourself these questions about, well, this system was optimized by doing that. If you look at even the history of different systems that you know of and see how they went from one thing to the next, it can give you ideas of what were the considerations that these engineers made in order to get to that next step. Doing your research on different systems that you know of and seeing ways that you can improve them for your reason, like for your purpose, is a really good idea. So like Patrick said, going to the old highlight videos, seeing that robot did this, but I needed to do that, but with this twist. How can I do that? And judges love it when you can find a really out-of-the-box concept. Try to find the simplest way to achieve your goal. Simple is usually the best, because if you don't have to make things overly complicated, sure, it looks cool. It's not so cool when it breaks and you don't know where the break is. So the simpler it is, the faster it is to troubleshoot. The whole idea of engineering is that you want to make it as efficient as possible. And efficiency does not mean bigger, it does not mean more mechanisms, it actually means fewer that have the same outcome. So if you need several systems, then use several systems. But if you don't need them, if you can condense them, then do it. You also have to keep in mind that whatever you do out of the box has to work. There's a very fine line between genius and crazy, and that line is, did it work? So try to make a prototype to see if it worked. One thing that we did at Vanier last year was we came up with an idea for how we were going to make things roll. At first we realized, okay, this hopper, to get the balls from one place to the other, they jam sometimes. So Patrick made a cardboard cutout of what we wanted to do, and cardboard is really cheap. Go to your school. Go to your recycling bin. Go to your recycling bin. You have a bunch. Schools always get shipping. So if your teachers have access to the shipping docks, ask them to put things aside for you. Most of the time, they'll be glad to do it. So make prototypes out of cardboard because it's easy to work with. It's not your final design anyway. If you make mistakes, who cares? But at least you have something that has been tested. You didn't waste money on it, and you know, okay, if it works with cardboard, then chances are with this material, it's probably going to work too. Now let's move to the next step of testing. Another thing on the cardboard, out of it, one idea that you can do is take a piece of cardboard, and you know that your robot maximum is 3 feet by 3 feet. You can cut out a big square 3 feet by 3 feet. So when you're doing your prototypes or even just your designs, you can take a look at that, because 3 feet in your head might seem large, but then you look at it and you go, oh wait, that's not a lot of space. So physically having an example when you're doing your designs is a big help, because like we said, if you're building everything and then your plan is to put it all together 1 week before the competition and you go, oh no, it's all way too big, that is a very good way to avoid something like that. And keep talking with your peers and asking people what they think of your ideas. Don't be afraid to get judged on your ideas, because
at the competition itself, you will be judged on your design. So the more you talk about your design, the more you'll be able to defend it, but the better your design will be. And that's actually another point that I wanted to do last year and didn't end up doing, but I should have. If you have a cardboard cutout of that 3x3 or whatever the space you have for your robot, if you're working in a robot subteam that has its own subteam, so if this group is in charge of this system and this one's in charge of this system, try to draw on the cardboard at different levels what space is being taken up by that system realistically, because you might realize that, wait a minute, I thought you didn't need as much space, but finally I do. So actually take your pieces, put them on the cardboard, and trace it out to say, this is the space that I need for my system to work. And then see if that works with the other components. So make sure that you're keeping track within your own robot design team that, yes, this system has to be there, how much space is allocated to it, okay? All right, so the robot has to be efficient in terms of concept. It has to use the minimal resources for maximal output. So we keep coming back to this idea of simplifying your design. Est-ce que t'as une question? No, okay. So the motto for engineers is KISS, keep it simple, stupid. Try to avoid the last word for some of the younger people, but so try to keep it as simple as possible. Simple is usually best. If you can't keep it simple, then don't try to force yourself to. If you need a certain amount of motors to make something work, if you absolutely need them, use them. If you can avoid it, try to figure something out. Before your design concept is finished, take that little extra time, even if it's a week. Take that extra week to think about where can I remove something and have the same output. Because you want to have a small condensed thing that'll give you all of these wonderful things. That's why we used to have phones that were giant that you couldn't carry around, and now we have smartphones that you can carry in your pocket. Minimal resources, maximal output. It's the same idea with your robot. You want it to have the best output. So the more you have, the other thing is the more can go wrong, right? It's like we were saying with wires. If you have things going out of everywhere, it's hard to figure out where it went wrong, and it's more likely to go wrong because there's so much crowding going on. Systems clash when there's too many of them, right? It's like traffic in a building. When you're walking through the hallways during recess, you're bumping into people because there's so many people. It's the same on your robot. You want to make sure that you minimize that. The best robots are usually the ones that are easiest to understand and recreate. If I can look at your robot and see exactly what you did, that's usually a good sign. And I'm going to say usually because it doesn't necessarily mean that. But usually if I can look at your robot from the highlight video and say, I see the mechanism working there, that's good. If I can't, then you need to figure out why is it hard to understand where things are going? Where was it that step one to step final got lost in translation? How can I minimize that so that it's easy to follow? Again, try to double up on your systems. How can one component perform several tasks? And that way too, just so that you don't have this thing does one thing, this thing does one thing, you have the chance to have this thing can do X, Y, Z, this one can do X, Y, W. You know, you have different things that can do several tasks, and that way if one of them breaks, you have another one that can double up on it. Simpler robots also obviously make maintenance easier between rounds. Your robots are probably going to break. It is very, very rare that robots do not break. The best robots have been known to break during competition. Things always have a chance to go wrong. If you design something that makes maintenance easy, then you have a higher chance of making it to that final round, because especially when if you do make it to the finals, you only have a few minutes between your rounds. If something happens, you need access to it quickly. Make sure that your design accounts for things that could go wrong. That's it. I've seen probably close to 300 robots over the years that I was in the competition. I can tell you with confidence, not a single one of them went through the entire competition without breaking. So I know it's hard to, again, it's hard to see what'll break, but obviously the more simple you can make it, the more easy it is to work on, the better results you'll have at the competition and also with actually building it. Because frankly, when you're doing your design, you have to think, oh, that's right, I have to build it. It's not, oh, we're gonna do this crazy design, and then you get to the building part and you realize, oh wait, my school doesn't have the budget for this, or we don't have the tools to do that. One of the big things too is never go over your design only once. So we kind of put it in a very linear way, but it should never be a linear process. Always go over it
twice, 3 times, 4 times, as many times as you can account for. Go over your design. Is there anywhere where you can make an adjustment? If you have to go backwards through your steps to see, okay, starting from the end, does this work with the step I did before? Does this one work with that? Try to figure out different angles that you can take to cut out systems, to make things more efficient to the best of your abilities. Is it really the best design considering your limitations? So like Patrick said, sometimes you're going to design something and then realize, I can't build this with what I have. Go back and fix that. Where is it that you cannot do it because of your resources? Is there a way around that? Can you find something else in its place? If the opposite can be true too. Sometimes you can say, I have something really great at my disposal. How can I implement it into my robot in a way that's maybe out of the box, but that will increase its efficiency? Don't use things just because you have them, but if you have them and they can be useful, why not? Okay, so if you have the ability to outsource things that'll make your robot design more efficient, if it's at your disposal, there's no reason why you shouldn't be using it. One of the things that's very important to keep in mind when you're going, even just initially making your design, what we see happens a lot is there's a large group of students that get together, they start making an idea. Somebody tells an idea and everybody follows that one, but then the other ideas kind of get forgotten. Don't be afraid, obviously, if you have the resources, don't be afraid to explore multiple designs at the same time, because one design might seem great at first, but then the further you go, the more you realize that there's issues, there's limitations. So if you have multiple designs happening at the same time, obviously some schools you won't have as many students, so it's a little bit difficult. But the more designs you can have at once going and being worked on, then the better results you'll have, because you'll see multiple designs and you'll have different ones that are efficient in different ways. And who knows, at the end you can combine 4 different designs to have one much better design. And worst comes to worst, if ever you're scared of bringing up an idea because you think that it's not good, you get to learn from it. The whole point is that you're learning something out of it. So if you have an idea that maybe it's not fine-tuned, maybe this is your first year doing the robot, but you're like, what if we tried something along these lines? You might have someone else that'll say, oh, I have an idea about how we can implement that, and then you can work off of there. The worst that can happen, because I'm sure that none of your teachers are going to allow anyone to look at you and say that you had a stupid idea. So the worst that can happen is someone says, no, for this reason, your idea might not work for this competition, but at least you shared something, and maybe you mentioned something that someone else would never have thought of otherwise, and the next year they're going to use your idea. You never know what can happen. Ideas are only as good as the amount of people are able to work on them. That's it. And just because, say your school's been doing this competition for a long time, just because 1 or 2 or 5 members have much more experience than you, if this is your first year doing a competition, that doesn't mean your ideas are worth any less than theirs. Because there's a lot of times where they're used to doing one thing in one way, then you bring up your idea and they don't realize. That's why we've seen robots shaped like triangles, because everybody else makes them like squares, and sometimes people go, hey, a triangle might work better for this. You never know what's going to happen. So bring up your ideas as much as you can, and it's always a learning experience. You got to remember that. One last thing, we're not going to talk about what to actually do in the presentation, but it's always good to keep in the back of your mind that the part of your design that's going to get judged is the presentation. Keeping that in mind, even if you weren't getting judged on how you present your robot, it's always a good idea to make sure that your design is something that's worth defending. If you cannot defend your ideas, maybe they're not the best ones, okay? If someone else can help you defend them, so as a team, it's your job to both support each other and help each other learn. So you have to at once be the biggest critic for yourself and your teammates, but their biggest supporter. Play both sides. Find the best strengths and the weaknesses of each design that you come up with. As engineers, it's our job to have the ideas. Implementation can be worked on later. Bring up as many ideas as you can. Once that's worked through, then you can figure out how it's going to work. Another thing that's important to remember is that if you don't believe in yourself, you can't expect others to. So when you have an idea, present it with confidence, and other people are more likely to listen to it. And that's good when you're doing the brainstorming for design, because if you think really highly of an idea that you have, other people are going to respect it. They're going to want to listen to your idea. Another thing is to practice your presentation for design before you actually build your robot. Sometimes saying things out loud or trying to formulate them
makes it so that you realize maybe that's not the best way to come about doing things. If you can't explain it to somebody else, it's very hard for you to understand it. That's why, you know, if you are studying for something, the best way is to do a study group and teach someone else how to do it. Because through teaching, we learn. And so if you can't present your ideas to the rest of your group, then it's very hard for you to be able to defend your ideas. It's very hard for you to understand the inner workings of your own ideas. It's also a good idea to sometimes get members from other sub-teams. So once there was a dispute between, in one of our teams, where there were 2 designs at work, and the way that we decided to resolve it was to have the 2 people who had their ideas present to all the other sub-teams. So people who had no idea what was going on with Robot, who had a fresh set of, like a fresh mind, they all came in, and we had to present it to them. And then we took a vote based on how we answered their questions, what points were brought up about which system would work best. And if you can't answer those questions, and nobody else can either, maybe it's time to either look further for more answers or to just let it go and go in a different direction. Does anybody have any questions about robot design? I just want to add one thing, because the presentation, working on the presentation and everything, we're going to have a workshop on that in January, but I just want to add something now, because when I say it in January, it might be too late. Keep the prototypes. Gardez vos prototypes, parce que pendant votre présentation, justement, vous voulez montrer le processus puis l'évolution de votre robot. Fait que gardez tous vos prototypes, puis amène-les à la compétition. Comme ça, pendant la présentation, vous pouvez les montrer aux juges, vous pouvez les leur donner pendant que vous présentez. Mais on va passer à travers tout ça au mois de janvier. Mais je voulais juste vous faire ça aujourd'hui au cas où vous commencez à jeter vos prototypes. C'est jamais une mauvaise idée de garder des idées, juste bien détailler c'est quoi que vous avez fait parce que ça va tout in journalism. Vous cherchez du contenu pour votre site web. Yeah. C'est du contenu parfait. Failed designs make great journalism. Yes, they do. Because other people can learn from your mistakes in years after. And also nobody wants to hear, I built it and it worked perfectly. Point final. No. Well, the teacher is yes, but... You know what? There's 2 things that you can gain. Either one, you gain a good design, or one, you gain a learning experience. Either way, if you shoot something out there, you're going to get something out of it if you commit to it. All right? So keep everything that you have. What I like to do is keep on a Google Drive, have it open to everybody, and if ever you come up with an idea, have them sketch it out. It doesn't have to be a perfect technical drawing. Draw it out, write out your points about why it's good, send it to everybody, and then keep track of what you're doing. You might go back to it later, so don't throw anything out. At least have it saved online. You're not taking up any extra space by doing that. Any other questions? Before we let you go, has everyone logged into Manager here? Manager is a customer portal for you. Manager